Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous ouvrons ce journal avec les premiers travaux des assemblées de printemps FMI Banque mondiale débutées hier à Washington. Une rencontre marquée par une forte mobilisation internationale autour de la lutte contre l'épidémie de fièvre à virus Ebola. La Banque mondiale s'est engagée à injecter 325 milliards de francs CFA dans ce processus. La Côte d'Ivoire n'est pas non plus en reste de cette assistance internationale pour l'éradication de la pandémie. Sylvie Touré est notre envoyée spéciale à Washington. Le groupe Banque mondiale va décaisser dans les 12 à 18 mois prochains une enveloppe supplémentaire de 650 millions de dollars, l'équivalent d'un peu plus de 325 milliards de francs CFA, pour financer le plan de redressement élaboré par les 3 pays les plus touchés par Ebola, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Ce fonds servira à renforcer les systèmes de santé, l'agriculture, l'éducation, les aides financières aux populations et les programmes de protection sociale. Il prévoit également de développer l'accès à l'électricité et à l'eau potable et surtout la mise en place d'un système de surveillance épidémiologique pour prévenir de futures épidémies. Un appui fort apprécié par les bénéficiaires. Nous rentrons chez nous pour dire à nos populations que nous pouvons compter sur la communauté internationale pour l'aide de l'objectif Zéro Ebola et démarrer le processus de reconstruction économique grâce à l'aide de notre plan de redressement sous-régional que nous appelons notre plan Marshall. Nous sommes mis d'accord pour avoir un plan régional pour que nos 3 pays qui ont les mêmes problèmes soient aidés de façon globale. Nous-mêmes, nous allons faire de sérieux efforts pour augmenter nos budgets au niveau de la santé. En plus de l'appui de la Banque mondiale, plusieurs pays ont fait la promesse d'apporter une aide pour éradiquer le virus Ebola. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cette mobilisation internationale. Elle s'est engagée par la voix du Premier ministre Daniel Cablon-Denkan à renouveler son appui en personnel de santé affecté dans les pays touchés. Selon l'OMS, 37 nouveaux cas ont été confirmés la semaine dernière contre 30 la semaine d'avant. Ce qui fait dire à Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, que la course contre Ebola est un marathon et les derniers kilomètres sont les plus difficiles. Il entend poursuivre la mobilisation des ressources. Je vais convoquer une conférence de haut niveau à New York en juillet en vue d'aider ces pays à mobiliser les ressources financières et technologiques pour leur reconstruction économique et sociale. En termes de bilan, l'épidémie a coûté la vie à plus de 10 600 personnes en Afrique de l'Ouest et le montant des pertes de PIB causées par le virus dans les 3 pays les plus affectés est évalué à plus de 1000 milliards de francs CFA, d'où l'intérêt pour la communauté internationale à mettre le cap sur la reconstruction des pays à l'épicentre de l'épidémie d'Ebola. Comment aider l'Afrique francophone à émerger? La question a été évoquée par une vingtaine d'experts en audit et conseil. Ils se sont réunis ici à Abidjan autour du thème Afrique, vecteur de développement fort. Guillaume Zéré, Hermaniamien. Aider l'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire en particulier, a réussi le pari de l'émergence. C'est ce qui a réuni durant 3 jours ces experts en audit et conseil, exerçant en Afrique subsaharienne francophone et au Maghreb, autour du thème Afrique vecteur de développement fort. Il s'est agi pour eux, cadres des cabinets d'audit et de conseil venus d'Afrique et de la France, de peaufiner la stratégie de développement sur les marchés émergents initiée par le directoire de KPMG. Il faut d'abord qu'on écoute. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est d'écouter, de comprendre quelles sont les problématiques, où est-ce qu'on en est sur la feuille de route. Et c'est à partir de là qu'on peut aider à conseiller l'État ou ses ministères à progresser sur le nouveau plan de développement que je pense est ambitieux et qu'il faudra le mener à bien. Le continent africain possède des atouts pour progresser et l'un de ces atouts demeure selon Djeïni Simlo sa jeunesse. Nous avons environ 120 millions de jeunes éduqués qui ont une bonne capacité. C'est un atout considérable pour l'Afrique en général. Durant ces 3 jours de réflexion, les experts ont pu asseoir une stratégie qui allie vision globale et stratégie locale. Ce, pour répondre au mieux aux besoins des gouvernements et entreprises opérant en Afrique et les accompagner dans le processus d'amélioration de leurs performances.
La lutte contre l'hémophilie, une maladie liée au sang, a été commémorée hier dans le monde. C'est une maladie invalidante qui cause de nombreux décès. La journée de l'hémophilie a été marquée dans le pays par l'ONG Hémophilie Côte d'Ivoire. C'était hier au CHU de Trècheville. Pagasso Koni. Le petit Ulrich a 5 ans. Depuis sa naissance, il souffre de l'hémophilie, une maladie héréditaire liée à un manque de coagulation du sang. Ayant appris le lancement de la campagne de sensibilisation sur cette maladie invalidante, Ulrich et sa mère décident de faire le déplacement depuis Daloa pour Abidjan. Je ne savais pas, quand je suis partie à l'hôpital Daloa, on m'a dit non, que c'est l'hémorragie des nouveau-nés. Maintenant, c'est après de 6 mois, je voyais des bleus sur son corps. Bon. Nous, on ne connaissait pas, en tout cas, on massait ça. D'autres malades présents dans la salle se disent heureux de la tenue de cette conférence sur l'hémophilie et ses conséquences. Quand ils voient qu'on fait des conférences pour qu'on puisse nous voir, voilà, ça me réjouit. Cette campagne de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'hémophilie est initiée par l'ONG Hémophilie Côte d'Ivoire. Nous organisons dans un premier temps les manifestations pour essayer d'imprégner les agents de santé à prendre en charge les hémophiles dès qu'ils arrivent dans les hôpitaux. Et aussi dire à la population que ce n'est pas forcément la polio qui rend les enfants infimes. Nous avons aussi l'hémophilie qui rend les enfants infimes. Pour les responsables de l'ONG Hémophilie Côte d'Ivoire, la prise en charge de cette maladie peu connue est extrêmement coûteuse. Ils appellent au soutien des autorités. Nous lançons un réel appel aux autorités de nous aider, pour nous aider à pouvoir exporter les facteurs de coagulation parce qu'il n'y en a pas ici en Côte d'Ivoire. Tous les 2 ans, l'ONG Hémophilie Côte d'Ivoire participe au Congrès mondial des hémophilies en collaboration avec la Fédération mondiale des hémophilies basée au Canada avec pour objectif la promotion des actions de soins, d'aide et de renforcement des capacités médicales en matière de lutte contre l'hémophilie en Côte d'Ivoire. Un mot d'éducation à présent. Les dates des examens à grand tirage au titre de l'année scolaire 2014-2015 sont connues. Elles ont été livrées hier par la directrice des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Emeraude Assa et Mamadou Kwasi pour le compte-rendu. Les récents événements qui ont secoué le système éducatif n'auront pas d'incidence sur le calendrier des examens à grand tirage, selon la directrice des examens et concours, DECO. Mariam Dosso a rappelé au cours d'un point de presse que la date de l'entrée en 6e et du CEPE est maintenue au mardi 26 mai 2015. Elle soutient également que les dates du BEPC et du baccalauréat restent inchangées. Pour le BPC, les épreuves d'éducation physique et sportive se dérouleront du lundi 20 au jeudi 30 avril 2015. Les épreuves orales se tiendront du mardi 2 au vendredi 5 juin 2015. Les épreuves écrites auront lieu du lundi 8 au vendredi 12 juin 2015 et les résultats proclamés le samedi 27 juin 2015. Pour le baccalauréat, les épreuves d'éducation physique et sportive se dérouleront du lundi 4 au samedi 16 mai 2015. Les épreuves orales et pratiques seront programmées du 16 au 26 juin 2015. Les épreuves écrites auront lieu du lundi 29 juin au jeudi 3 juillet 2015 et les résultats seront proclamés le lundi 20 juillet. En ce qui concerne les conditions de repêchage au baccalauréat, la responsable de la DECO soutient qu'elles demeurent les mêmes. Depuis quelques années, le taux de réussite aux examens scolaires est croissant à la grande satisfaction du monde éducatif. En justice, la Côte d'Ivoire s'engage à lutter contre le crime organisé. Le pays prend part au 13e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale. C'était à Doha, au Qatar. L'ancien Ouattara nous en parle. Le 13e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et de la justice pénale à Doha, au Qatar, se penche essentiellement sur une stratégie de lutte plus globale, prenant en compte des problèmes sociaux et économiques. Occasion pour la Côte d'Ivoire présente à cette rencontre internationale d'expliquer les efforts pour la lutte contre le crime organisé. L'État ivoirien s'est doté de nouveaux instruments juridiques et institutionnels tout en continuant d'accorder un intérêt particulier au fonctionnement de la justice. Ainsi, le gouvernement vient d'adopter un projet de loi de lutte contre le terrorisme dont le dispositif conforme aux standards internationaux
vise à réprimer sévèrement ce fléau et à prévenir la prolifération des groupes terroristes auxquels la sous-région ouest africaine est confrontée depuis quelques années. Sur la question de la traite des personnes, le ministre a indiqué le dispositif mis en place en Côte d'Ivoire. Il s'agit du Comité national de lutte contre ce fléau, considéré comme le plus important après le trafic de drogue et des armes. Pour la Côte d'Ivoire, il est par ailleurs indispensable d'accentuer les actions sur le trafic des biens culturels, mais aussi sur celui des animaux. Le vol, la destruction, le pillage ou la contrebande d'objets culturels et de culte et ou des espèces de faune et de flore portent atteinte à l'identité même des peuples et aux ressources mondiales. À cette rencontre qui se tient 5 ans après celle du Brésil, la lutte contre la corruption, le flux illicite des capitaux et le blanchiment sont au centre des débats. À noter que c'est depuis 1955 que les Nations Unies organisent les congrès visant à renforcer la coopération internationale contre le crime organisé. Dans le cadre de la réforme de son secteur de la sécurité, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un institut d'études stratégiques et de défense. L'information a été donnée par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Il s'exprimait aux messes de l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Un institut d'études stratégiques et de défense bientôt ouvert en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, au cours d'un petit déjeuner de presse aux messes de l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Cet institut s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Ce sont des centres d'excellence qui ne délivrent pas forcément une formation de type académique, où des personnalités d'horizons divers viennent échanger leurs expériences, apprendre à se connaître et à développer des thèmes d'intérêt transversaux qui touchent à la défense. L'implantation de cet institut en Côte d'Ivoire répond aux besoins du pays de se doter d'un cadre d'analyse et de renforcement des capacités des hauts responsables de l'administration, du secteur privé et des forces armées en matière de réflexion stratégique et de construction d'un esprit de défense. Le président a autorisé la création de ce centre qui est donc à vocation régionale, qui va s'ouvrir sur le pays de la sous-région et qui va accueillir des stagiaires venant du continent, mais aussi d'autres continents, pourquoi pas, des animateurs qui viennent de plusieurs continents, de formations diverses. La session TES est prévue du 18 au 25 juin prochain à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour la recherche de la paix. Elle a pour thème « Relations armées-nation, quel modèle pour l'Afrique ?» Une soixantaine d'auditeurs originaires des pays de la CEDEAO, du Gabon, du Cameroun et de la France y prendront part. À la demande du chef de l'État lors de sa visite jeudi à Tiasalé, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko a réuni les officiers, commandants, sous-officiers et militaires du rang. Le chef d'état-major des armées a donné l'ordre d'exécuter l'instruction du président Alassane Ouattara de mettre à la disposition de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, 5 900 ex-combattants associés au FRC. Hamza Diaby. Le chef suprême des armées a donné des instructions. Les chefs des grands commandements s'exécutent. Lors de la visite d'État à Tiasalé, le président Alassane Ouattara a instruit de retirer définitivement des rangs des forces républicaines de Côte d'Ivoire les ex-combattants qui y sont encore. Ce vendredi, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko s'est adressé aux officiers généraux, commandants des forces, commandants régionaux, chefs de corps, sous-officiers et militaires du rang. Il faut savoir que l'ADDR estime à 74 000 les ex-combattants de la crise post-électorale. Elle a réinséré solidement dans le tissu économique du pays 60 000. Il reste alors à ce jour 14 000 ex-combattants, dont 5 759 éléments associés au FRC. Il s'agit de remettre purement et simplement ces 5 759 éléments associés à l'ADDR pour exécuter les projets qui leur permettront de travailler sainement, de gagner normalement leur vie, pour s'occuper d'eux-mêmes
et de leurs familles. 45 jours, voilà le délai d'exécution de cette mission à compter du 20 avril prochain. Il s'agit également pour la FRCI de rétrocéder aux propriétaires tous les sites occupés. Le président de la République a été clair, il n'y a plus de matricule à donner. Grâce au programme de la DDR, chaque ex-combattant peut gagner honnêtement sa vie et participer avec fierté au développement de la Côte d'Ivoire. En attendant, l'état-major des FRCI s'emploie à exécuter l'instruction du chef de l'État. Hors de la Côte d'Ivoire, rendons-nous en Thaïlande pour y découvrir le fleuve Chao Phraya. Il divise la ville de Bangkok en deux. Il s'est développé sur ce fleuve un type de commerce, celui des bateaux-restaurants. Hermaniami. La nuit tombe sur Bangkok et le beau spectacle qu'offrent les vives lumières de la ville donne envie de terminer la soirée en beauté sur le fleuve Chao Phraya. C'est le fleuve le plus important de Thaïlande après le Mekong et la Salween. Il divise la ville de Bangkok en deux. D'un côté, l'ancienne capitale et de l'autre, le nouveau Bangkok. Sur ce plan d'eau, il existe une centaine de bateaux-restaurants. Des bateaux de croisière luxueux qui offrent des dîners somptueux et une détente après une journée bien remplie. À l'embarcadère, le choix se porte très vite sur le Grand Chao Phraya Cruise, un bateau à 2 niveaux. À bord, il règne une ambiance bon enfant. De nombreux touristes européens, asiatiques et même des habitants de Bangkok sont venus profiter du beau paysage. Profiter de cette croisière de 2 heures et demie en amoureux, en famille ou entre amis, le long de la rivière Chao Phraya à Bangkok, un vrai délice. Juste le temps d'admirer la rivière et de déguster un dîner thaï au son des musiques thaïlandaises et on peut même se permettre d'esquisser des pas de danse après le repas. Un bateau-restaurant, une balade le long du fleuve Chao Phraya, belle occasion de revisiter des scènes de la vie quotidienne thaïlandaise, des moments inoubliables qui laissent le visiteur perdu dans ses pensées. Et puis, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a révélé hier d'importants mouvements de population du Burundi vers les pays voisins, notamment la RDC et le Rwanda. Près de 8000 civils auraient ainsi fui le pays par crainte de violence lors des futures échéances électorales. Au Cameroun, dans la nuit de jeudi à vendredi, 10 civils camerounais ont été tués par Boko Haram. C'était au cours d'une attaque du village Biya, dans l'extrême nord du pays, à la frontière avec le Nigeria. Et la guerre continue de faire rage au Yémen. Ce pays est le théâtre d'affrontements entre partisans du président Hadi en exil et rebelles Houthis, ainsi que de bombardements de la coalition conduite par l'Arabie saoudite. Et face à cette situation, l'ONU appelle à une cessation des hostilités par la voix de son secrétaire général Ban Ki-moon. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.